Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. Radicalisme ou activisme? Le débat est ouvert pour qualifier les nouvelles formes de militantisme vert alors que nous venons de vivre les 8 années les plus chaudes jamais enregistrées. Après le semi-échec de la COP27, beaucoup ne croient plus dans la capacité des gouvernements à stopper le réchauffement et choisissent la désobéissance civile non violente. Parmi eux, Julia Steinberger, scientifique reconnue et co-auteur du rapport du GIEC, mais critiquée après s'être collé une main sur le bitume à Berne avec des militants de Renovate Switzerland. Elle sera notre invitée. La décroissance est-elle la seule alternative au capitalisme prédateur et destructeur? Zoom sur ce mode de vie raillé par certains comme le retour à la bougie, mais qui pour d'autres est la meilleure façon de gérer des ressources limitées dans un monde fini. La lutte contre le changement climatique donne le vertige lorsqu'on la traduit en chiffres. Pour décarboner l'économie, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'il faut 4 000 milliards de dollars par an. On n'en est qu'à 600 milliards, dont seulement 20 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, l'urgence est là. 3 ans pour arriver au pic des émissions de CO2 si on veut rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement. Ce qui pose la question de l'injustice face aux conséquences du réchauffement. Avec une avancée historique lors de la COP27, la création d'un fonds d'indemnisation pour les pays touchés de plein fouet au nom de la dette climatique que refusaient d'endosser Américains et Européens. Contre toute attente, ceux-ci ont finalement accepté la création de ce fonds auquel la Chine pourrait participer. Le premier émetteur de CO2 de la planète continue à préserver son statut de pays émergent, qui l'exonère de toute forme de compensation. C'est bien la question des sanctions qui est cruciale si l'on veut remporter la bataille du climat. Alors que l'on protège les intérêts commerciaux par un arsenal juridique, rien n'oblige les États à se conformer à leurs engagements climatiques. Ce que réclament entre autres les activistes et militants de la désobéissance civile qui veulent contraindre les États à bouger. Elsa Anguinolfi. Paris, Berlin, Londres, pour certains militants qui se battent contre le réchauffement climatique, les cortèges et les slogans ne suffisent plus. Personne ne nous écoute, le message est clair. Les scientifiques nous le disent, l'ONU l'a dit, nous manquons de temps. Les gens doivent reprendre le pouvoir, nous devons aller dans la rue, tous. Blocage de routes, de sites industriels, de terminaux, d'aéroports, certains s'enchaînent, d'autres se collent les mains sur le bitume. On sait que c'est plutôt symbolique et c'est montrer au grand public qu'on est prêt à aller jusqu'à prendre des risques. On fait des actions qui ne sont pas autorisées et du coup on prend le risque de se faire arrêter. Des œuvres d'art protégées par des vitres sont aussi prises pour cible dans plusieurs pays. Arrêtez la destruction par les énergies fossiles. Nous allons vers l'enfer climatique. Même si je pourrais être favorable à ce qu'ils veulent, ce n'est pas une façon de procéder et je ne pense pas qu'ils obtiendront un grand soutien du public. On est tous conscients qu'il y a un problème avec le climat et je pense que ça va rien résoudre finalement. Canicule, incendie, sécheresse, les 8 dernières années sont en passe de devenir les plus chaudes jamais enregistrées selon l'Organisation météorologique mondiale. Je suis terrifié par l'urgence climatique et écologique. J'ai mon avenir devant moi et je ne sais pas à quoi il ressemblera. Un sentiment de désespoir qui pousse aussi certains scientifiques à prendre part à des actions de désobéissance civile, comme Julia Steinberger. Cette professeure d'économie écologique à l'Université de Lausanne, auteure du dernier rapport du GIEC, n'hésite pas à rejoindre des militants qui bloquent une route. L'action civile non violente, c'est très important parce que le gouvernement n'agit pas pour le réchauffement climatique et il nous reste très peu de temps. Certaines manifestations de défenseurs de l'environnement dégénèrent. À Sainte-Soline, lors d'un rassemblement contre la construction d'un immense bassin de réserve d'eau pour irriguer les champs, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et un groupe de manifestants. Des violences que le ministre de l'Intérieur a qualifiées d'écoterrorisme. Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente.
avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails Molotov, des objets contondants, des mortiers. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre. Plusieurs dizaines de gendarmes et de manifestants ont été blessés. Des incidents rares, mais les discours de légitimation de certaines formes de violence commencent à émerger. Il s'agit de remettre en question la doctrine selon laquelle la seule chose que le mouvement climatique puisse jamais faire est une désobéissance civile absolument pacifique. Je préconise d'aller au-delà de cela, de détruire les machines qui détruisent cette planète. Un outil d'autodéfense selon ce chercheur qui se dit contre toute forme de violence contre des personnes. Bonjour Julia Steinberger, vous êtes professeure à l'Université de Lausanne, co-auteur principal du dernier rapport du GIEC. Vous êtes aussi une militante adepte de la désobéissance civile. Vous étiez récemment à Berne avec les militants de Renovate Switzerland. Alors, bon, vous avez été beaucoup critiquée pour ça. Est-ce qu'on peut être à la fois une scientifique reconnue et se coller les mains au bitume ? La preuve, c'est que je l'ai fait, mais je ne suis de loin pas la seule. Donc de plus en plus de personnes de tout milieu, des scientifiques comme des autres, se font la réflexion de ce qu'il faut faire pour pousser nos gouvernements à agir. Nous avons un délai très très court et la résistance civile non violente est un moyen d'action démocratique reconnu et c'est ce que font de plus en plus de personnes. Bon, il y a des risques, hein, vous les assumez. Vous avez été récemment jugé par le tribunal de Renan pour une autre affaire. Oui, et nous avons été acquittés. Donc là, ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur. Et il n'y avait absolument aucune raison de porter des plaintes pénales contre nous à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que le mouvement lancé par Greta Thunberg il y a 4 ans, donc ce fameux mouvement de la grève pour le climat, qui a rassemblé des millions de jeunes un peu partout dans le monde, est-ce que c'est un peu dépassé ? Est-ce que les militants, maintenant, ont besoin d'aller plus loin ? Alors, je pense qu'il faut absolument donner la reconnaissance au mouvement de la grève climat qui a réussi, au-delà de toute espérance, à faire monter la conscience dans le grand public, dans les médias, de l'urgence climatique et l'urgence écologique. Par contre, c'est vrai que la perception de cette urgence n'est pas suffisante pour porter à l'action. Donc on pensait que c'était un problème de déficit d'information. Ce n'est pas un problème de déficit d'information, c'est un problème de volonté politique. Et la volonté politique, on constate qu'elle manque. Et du coup, je pense que les mouvements de la grève climat et les autres mouvements sont en train de se tourner vers d'autres cibles et d'autres formes d'action, en effet. Justement, alors la désobéissance civile, c'est une de ces formes d'action, hein, elle est non violente, c'est celle que vous pratiquez. On a vu dans le sujet, il y a d'autres formes. Est-ce qu'il faut, par exemple, ouvrir la porte à une certaine forme de radicalisation avec la destruction de biens matériels, sans porter atteinte aux personnes, bien sûr ? Alors, la non-violence, c'est clair que ça s'applique aux personnes et pas aux objets. Et donc ça, je pense que c'est très important que le mouvement climat reste non-violent. Autrement, on perd tout, d'après moi. Mais je pense c'est à chaque personne d'avoir cette réflexion. Si nous sommes face à un système destructeur qui est en train de coûter des vies et qui va coûter de plus en plus de vies dans l'avenir, la question de la destruction de la propriété se pose, c'est clair. Donc c'est une question ouverte à chacun d'y répondre comme il peut ou comme il veut. Vous-même, vous ne l'excluez pas ? Non, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai soutenu des personnes qui le font. Par exemple, aux États-Unis, la destruction de pipelines ou empêcher des grands chantiers de pipelines qui, on le sait, vont avoir des conséquences absolument dévastatrices sur leur environnement local et l'international. Je pense que c'est quelque chose dont on peut se dire que si on a le courage de le faire, que ça peut être légitime. Alors justement, Andreas Malm, qu'on a vu dans le sujet, qui lui prône la destruction, par exemple, des pipelines, il cite aussi l'exemple de Black Lives Matter, qui n'avait pas hésité, on s'en rappelle, ce mouvement, à s'en prendre physiquement aux policiers. Non, alors ça, je ne pense pas du tout que c'est se prendre physiquement aux policiers. Il y a eu un poste de police et des infrastructures policières qui ont été endommagées. Et donc ça, de nouveau, c'est différent, la violence contre les personnes et la violence contre les objets et les infrastructures. Je pense que c'est très, très important de le différencier. Il y a une autre forme d'action qui a beaucoup, évidemment, aussi créé la polémique, c'est ces fameuses attaques à la sauce tomate, c'est pas de la peinture, contre les grands tableaux. Est-ce que c'est bien de choquer le public de cette manière-là ? Ça crée le buzz médiatique, ça va pas plus loin ? Alors, moi, je ne sais pas, parce que je ne sais pas à quoi ça va mener. Je sais que ça m'a choquée aussi de voir ça. C'est comme reprendre un coup de poing dans le ventre quand on voit une œuvre qu'on adore qui est en train de se faire attaquer. Mais en même temps, ça fait vraiment réfléchir et je pense que c'est important de nous mener dans cette réflexion, qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce qui compte dans notre société ?
Est-ce que c'est la vie des personnes? Est-ce que c'est la vie des jeunes, leurs chances de vie? Ou est-ce que ce sont des objets d'art qui, pour finir, vont servir à quoi dans un avenir où on n'aura plus de possibilités de civilisation stable? Alors, il y a une autre question évidemment qui se pose, c'est à quoi sert effectivement de mettre de la sauce tomate sur un tableau, de se coller les mains au bitume, quand on sait que la Chine est vraiment le plus gros pollueur, ils émettent 30% du CO2 et ils ne fixent qu'à 2060 la neutralité carbone. On a beau faire, ça ne changera rien à leur politique. Alors nous avons beaucoup de leviers d'action ici en Europe, en Suisse en particulier. La Suisse est une plaque tournante du trading pétrolier. Nous avons beaucoup de sièges d'industries extractives qui sont aussi actives en Chine comme dans d'autres pays. Nous avons de grands leviers au niveau de la finance, qui financent entre autres ces infrastructures. Donc la Chine n'est pas une île, la Suisse non plus, et c'est un système interconnecté où nous avons des leviers d'action même à l'étranger. Alors justement, vous parlez de leviers d'action, il y en a un qui serait intéressant, c'est est-ce qu'il faut sortir la gouvernance du climat des COP pour, par exemple, que ça soit pris en charge par l'OMC ou la Banque mondiale, et là où il y a des sanctions qui sont prises contre les États qui ne respectent pas leurs engagements? Alors en effet, c'est très problématique que les accords à travers l'ONU ne sont pas contraignants. Par exemple, l'accord de Paris, les engagements des États à travers l'accord de Paris et ce qu'ils font réellement sont deux univers complètement différents. Par contre, les contraintes à travers l'OMC, la Banque mondiale et d'autres ont souvent un effet punitif sur les pays les plus pauvres qui ont moins de moyens légaux. Et là, il y a un risque d'injustice aussi. Donc je pense qu'il faudrait trouver un bon moyen entre les deux. Vous avez également signé une pétition, je crois, contre le traité, pour sortir du traité sur la charte sur l'énergie. C'est quoi exactement ce traité? C'est un traité où tout le monde s'endort quand on entend le nom, charte traité sur l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Mais en fait, ça permet aux industries fossiles de récupérer leurs profits perdus si un État a une action climatique qui leur empêcherait d'avoir une activité. Et donc ça veut dire que le contribuable, ceux qui payent les impôts, payent les profits manquants des industries fossiles. C'est scandaleux. Et la Suisse est dans ce traité, comme la plupart des autres pays européens. Le gouvernement suisse joue un double jeu dans ce traité, c'est-à-dire on se rend compte à travers les positions des négociateurs que la Suisse s'aligne un peu trop du côté des producteurs fossiles. Et ça, c'est un grand problème. Alors, face à l'effondrement annoncé par certains, il y a une solution que préconisent d'autres qui est la décroissance. On se retrouve juste après ce sujet d'Olivier Colère. Comment inventer un nouveau récit pour l'humanité? Confrontée au péril du réchauffement climatique, à l'appauvrissement de la biodiversité et à des catastrophes climatiques en cascade, des collapsologues comme Yves Cochet, militant écologiste et ancien ministre français de l'Environnement, redoutent l'imminence d'une catastrophe qui pourrait conduire à l'effondrement du système. J'ai quand même une certitude sur l'imminence de cet effondrement catastrophique, dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. À ce moment-là, qui survit? Il est probable que par les grands moyens, dans la mesure où les services de base ne sont plus assurés, services de base, la sécurité, l'alimentation, l'eau, l'électricité, les télécoms. Les gens disent, mais il est fou, quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé et qui annonce la fin du monde, un peu comme on faisait dans l'an 1000. Bon, on verra bien, c'est l'histoire qui tranchera, comme disait Lénine. Mais non, ça va être du très très concret. C'est déjà du concret. Face à l'urgence climatique, beaucoup plaident pour un modèle de décroissance, le nouveau credo de penseurs et de scientifiques, pour éviter que notre système économique ne plonge l'humanité à sa propre perte. Très souvent, quand on parle de décroissance, les gens ne comprennent pas, ils entendent régression, stagnation, retour dans le passé. Non, moi, la décroissance, je la définis comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Considérée comme contre-productive et impossible à réaliser, cette politique de décroissance divise profondément le monde politique et la société. La décroissance, c'est pas possible. On peut pas aujourd'hui arriver et avoir des solutions qui tiennent pas compte de l'être humain. Il faut des solutions qui tiennent compte de l'être humain. Je peux plus entendre ce discours moralisant, punitif, qui nous dit non, voilà, vous êtes les criminels de cette planète. Beaucoup plaident aujourd'hui pour un changement de modèle immédiat avec cette interrogation: quel monde allons-nous léguer aux générations futures? Question au cœur de Demain,
le film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. Jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire? Alors on vient de l'entendre, hein, on leur dit quoi aux enfants? Il n'y a aucune solution? Ou alors on se décide de ne plus faire d'enfants du tout, comme le pratiquent déjà certains jeunes? Alors, pour moi, ce qui est le plus horrible, c'est que nous avons énormément de solutions à notre disposition, mais qu'on a un problème de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec des technologies actuelles, on pourrait avoir un niveau de vie décent pour tous, avec la moitié de l'énergie que nous consommons actuellement au niveau global. Bien sûr, en Suisse, ça ferait beaucoup moins par personne. Et nous avons ces solutions, mais il faut que ça passe par de la sobriété, de l'efficacité et ensuite la production des renouvelables, comme le prône l'association Negawatt. Mais justement, vous parlez de mieux répartir effectivement les richesses, etc. Mais la décroissance, quand on en parle à ceux qui n'ont jamais connu la croissance, c'est aussi d'une certaine manière assez injuste de leur imposer ça. Alors la décroissance, ça ne s'applique bien sûr pas aux pays les plus pauvres, aux personnes les plus pauvres qui ont besoin de plus de ressources et de plus de moyens. Ça, c'est absolument clair. Et ça l'a toujours été déclaré. Par contre, la décroissance et la post-croissance sont des façons d'organiser nos sociétés différemment, de façon à ce qu'elles ne soient plus dépendantes d'une croissance qui court à notre perte. Donc nous sommes dans un engrenage actuellement et la question c'est comment est-ce qu'on sort de cet engrenage, comment est-ce qu'on s'organise différemment, est-ce qu'on utilise notre travail, nos capacités d'innovation, de collaboration pour créer un monde où nous ne sommes pas en risque. Mais justement, alors vous êtes en train de diriger un projet de recherche sur cette post-croissance, c'est quoi exactement ? Alors c'est un énorme projet, on a eu beaucoup de chance grâce à l'Union européenne, 10 millions d'euros sur 6 ans. Un tiers à l'Université de Lausanne, 2 tiers à l'Université de Barcelone. Et le projet s'articule autour de comment créer des packages de politique qui permettraient justement d'aborder la post-croissance dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, et en même temps de pouvoir modéliser ça en termes de travail, d'émissions, de consommation énergétique et de bien-être humain. Donc c'est ça, c'est une façon de mieux répartir la charge entre les différents pays, pauvres, riches, mais au sein des pays riches, il y a aussi des gens qui sont pauvres, qui subissent la même chose que les pays, pays pauvres. Ouais. Donc la question de l'inégalité est une question centrale, et puis et bien sûr la question de la redistribution est une question centrale, de même que l'investissement. C'est-à-dire si on investit, si on change nos politiques publiques, on arrive à créer des infrastructures qui permettent aux personnes de vivre bien sans être dépendants de la croissance économique du système en entier. Alors vous êtes aussi engagé à gauche, hein, vous aviez d'ailleurs mené campagne avec Ensemble à gauche. Est-ce qu'il faut casser le capitalisme, qui est vraiment le système qui a amené ce système très destructeur ? Alors le capitalisme du pour et du contre, c'est de toute façon un objet très complexe. Les capacités d'innovation et de rapidité sont magnifiques, mais en même temps ces structures, ce carcan qui nous mène à la croissance est très destructeur et apporte des risques existentiels pour l'humanité. Donc je pense que le but c'est de trouver les transformations, les révolutions qui nous permettent d'avoir justement des politiques différentes et de prendre des trajectoires différentes. Est-ce qu'il faut tordre le bras par exemple aux grandes majors pétrolières ou alors aux pays comme l'Arabie Saoudite qui ont vraiment mis les pieds au mur pour qu'il n'y ait aucune décision prise à la COP, par exemple? Alors c'est clair qu'il y a certains intérêts géopolitiques et certaines industries qui ne vont pas trouver leur compte dans la post-croissance, mais c'est la question de l'humanité contre ces intérêts-là. Je ne pense pas qu'il y a à choisir. La grande question pour la post-croissance, c'est qu'il y a certaines industries et certains secteurs qui ont besoin d'une croissance fulgurante et d'autres qui ont besoin de disparaître complètement, comme les industries fossiles. Et cette transformation, ce secouement de l'économie, c'est ça où il faut protéger les populations, il faut nous permettre de le faire dans un délai très court. C'est pour ça que nous avons besoin de nouvelles idées de politique. Justement, vous parlez des populations, on voit qu'il y a un sondage, seuls 36% des Européens croient dans les efforts initiés par leur gouvernement. Est-ce que cet objectif de 1,5 degré, il est tout simplement, maintenant, il faut le dire, on n'y arrivera plus? Alors moi, je pense qu'il faut essayer de rester vers les 1,5 degrés aussi proche que possible. Chaque petit dixième de degré, ce sont des vies gagnées, ce sont des chances de vie gagnées dans l'avenir. Le plus proche on reste des 1,5, le mieux on va s'en sortir. Est-ce que c'est pas terrible à se dire que finalement c'est la guerre en Ukraine qui aura peut-être eu le plus d'impact sur le fait qu'on consomme peut-être moins d'énergie fossile ? Oui, je trouve que c'est désolant et je trouve que si les pays européens avaient pris le tournant climatique beaucoup plus tôt, la Russie ne serait pas en position de pouvoir faire des chantages et d'utiliser sa force géopolitique à cause des énergies fossiles pour essayer d'envahir un autre pays d'une manière extrêmement brutale. Merci Julia Steinberger, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Toute dernière question,
Votre prochaine action, c'est quoi? Je ne sais pas encore. Donc, je m'organise. Eh bien, on suivra tout ça. Merci, Julia Steinberger. Merci beaucoup. L'humanité vient de passer le cap des 8 milliards d'individus et devrait atteindre un pic de 10 milliards et demi vers 2080 avant de se stabiliser. Une telle augmentation de population, alors que nous étions 2 fois moins nombreux en 1974, ne va-t-elle pas faire exploser la consommation d'énergie fossile et rendre impossible la lutte contre le réchauffement? On fait le point avec Olivier Kohler. Depuis son apparition sur la Terre, l'homme y a cru et s'est multiplié. Aujourd'hui, nous sommes plus de 3 milliards et demi. 3 milliards et demi d'êtres humains sur Terre, c'était il y a tout juste 50 ans. Un groupe de chercheurs, le Club de Rome, tire alors la sonnette d'alarme. À l'époque, la croissance démographique inspirait les plus grandes inquiétudes. Si le monde actuel continue à se développer au point de vue population et au point de vue production industrielle, ces travaux indiquent une catastrophe irrémédiable et totale de notre civilisation dans le courant du siècle prochain. Une croissance démographique exponentielle, 3 milliards au début des années 60, le cap symbolique des 8 milliards d'habitants franchi en 2022, avec une projection qui pourrait dépasser les 10 milliards d'ici à 2100, mais la catastrophe démographique tant redoutée dans les années 70 n'a pas eu lieu. Les peurs par rapport à une croissance démographique trop importante dans les années 70, eh bien, elles ont été en quelque sorte levées par le fait que la production alimentaire, eh bien, suffit à alimenter de plus en plus de personnes. Lorsqu'il y a une modernisation des sociétés, il y a une baisse de la fécondité et donc une baisse de la croissance. Un tel nombre d'êtres humains pourrait faire exploser la consommation d'énergie fossile et compliquer la lutte contre le réchauffement climatique. Beaucoup de jeunes couples s'interrogent et parfois renoncent à mettre au monde des enfants. Une approche démentie par Emmanuel Pont, auteur de l'essai « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» L'augmentation des émissions a principalement été dans des pays riches dont la population était plutôt stable ou en croissance légère. Et à l'inverse, la croissance de la population a été dans des pays pauvres dont les émissions sont très faibles. Un autre scénario privilégié est une stagnation et un ralentissement de la progression démographique. Selon une étude de l'ONU, la Chine pourrait même voir sa population diminuer de moitié d'ici à la fin du siècle. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a traité d'éco-terroristes les manifestants contre les méga-bassines en France, n'était pas né lors de la grande manifestation contre le surgénérateur nucléaire de Creys-Malville en 1977. De très violents affrontements contre la police avaient fait un mort et de nombreux blessés graves. En 1982, Raïm Nissim, un militant vert genevois décédé depuis, tirait au bazooka contre la centrale. Une action directe revendiquée bien plus tard. C'est notre séquence ce jour-là. Des révélations tout à fait surprenantes dans la presse ce matin. Raïm Nissim avoue, dans 3 quotidiens, être à l'origine de l'attentat contre Creys-Malville en 1982. Un aveu de taille. L'ancien député écologiste genevois confirme avoir tiré plusieurs missiles contre la centrale nucléaire, encore en chantier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? C'est vous ou c'est pas vous? C'est moi. C'est vous et vous tout seul? C'est moi et moi tout seul. La centrale en face de vous, c'est un monstre. Elle contient elle va contenir, parce qu'à ce moment-là, elle est encore en chantier, mais enfin, elle va contenir, parce que tout le monde, les plans le disent, elle va contenir 5 tonnes de plutonium. 5 tonnes de plutonium dans un cœur qui fait 3 mètres sur 3 mètres. Il faut que vous compreniez qu'avec 6 kilos de plutonium, avec ça de plutonium, vous faites une bombe atomique. J'ai pris toutes les précautions pour que personne en face, pour qu'il n'y ait personne dans la centrale au moment où je tirerai. Je fais le maximum de ce que je peux pour faire attention, pour justement que personne ne soit blessé, mais il faut que je fasse quelque chose. Au milieu des années 70, le Genevois fait partie d'un noyau d'une dizaine de militants antinucléaires qui descendent dans la rue manifester. C'est dans cet environnement, en 1977, que l'idée de l'attentat a germé.
4 ans plus tard, le groupe parvient à se procurer un bazooka et des missiles de l'armée soviétique par l'intermédiaire de terroristes allemands. Finalement, l'écologiste décide d'agir seul. La première roquette, elle n'est déjà pas partie. Là, je me sentais fondre. Je voulais mourir de honte et de transpiration et de trouille. J'entendais mon cœur dans mes oreilles. Je ne pouvais même pas entendre le bruit du Rhône. Une cible bien matérielle, c'était le sas à tourniquet, c'est une pièce très importante de la centrale. Et la roquette qui est passée le plus près, elle est passée à 1 mètre du but. Elle est allée s'écraser lamentablement contre le mur du fond. Ça n'a servi à rien cet attentat. Ils sont des dizaines de milliers à avoir été mis en mouvement par le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, à s'être mobilisés avec Greta Thunberg dès la première marche pour le climat le 8 septembre 2018. Un lobby citoyen est né de toutes ces expériences d'activisme, La Bascule, et un livre qui donne la parole à une trentaine de jeunes et à des militants plus anciens. Basculons dans un monde vivable. Autre lecture et cadeau de Noël possible avec le grand livre du climat sous la direction de Greta Thunberg, rassemblant les contributions de plus de 100 experts, activistes et scientifiques. En espérant ne pas avoir provoqué trop d'éco-anxiété, la semaine prochaine, nous vous proposerons un best-of des émissions consacrées à la guerre en Ukraine, l'événement géopolitique majeur de cette année 2022. Des émissions que vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube et chez notre partenaire TV5 Monde. Portez-vous bien.